questions-réponses. Bien sûr qu'il y a beaucoup de questions, donc on va prendre un peu de temps et on va commencer par les questions posées au professeur Ahmed Bennis. La première question, est-il efficace de tenter de réduire une arythmie secondaire à une hypoxie ou un syndrome inflammatoire majeur par des antiarythmiques? Enfin, les recommandations aujourd'hui européennes qui ont été éditées 2020, avril 2020, disent que quand il y a une fibrillation auriculaire passagère, tout dépend de la tolérance hémodynamique. S'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique, à ce moment-là, il faudrait bien entendu choquer les patients, un choc électrique externe, et puis par la suite voir leur niveau de Schatzwarz et les anticoaguler. Si les malades ne sont pas en choc hémodynamique, c'est-à-dire ils sont en stabilité hémodynamique, à ce moment-là, il faut bien entendu ralentir ces patients, les anticoaguler éventuellement, ça dépend de leur Schatzwarz, et les réduire une fois ils passent cette période de Covid. Il est clair que les arythmies peuvent être passagères parce qu'il y a l'aura cytokinique, les marqueurs inflammatoires, les interleukines, tout ça, ça a une valeur pronostique. Mais le fait d'avoir une arythmie passagère peut augmenter le risque thromboembolique et à ce moment-là, la réduction ou le ralentissement dépendra bien sûr de l'état hémodynamique du patient. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante. Les arythmies peuvent aussi être un marqueur pronostic, a fortiori s'il y a des lésions de myocardite, et en particulier si ça accompagne de lésions de troponine, d'augmentation de NT-proBNP, et que, comme je l'avais déjà montré dans les anciens topos, ce sont des marqueurs pronostiques. Voilà un peu ce qui est recommandé par la Société européenne. Deuxième question posée par Mme Abdelali. Peut-être insister sur le fait d'éviter la prescription de la digoxine dans CFA Covid. Qu'en penses-tu, Ahmed? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un contexte d'hypoxie, il y a un contexte inflammatoire extrêmement important. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'éviter au maximum l'amiodarone, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, mais parfois on est dans l'obligation de l'utiliser. On utilise aussi des bêta-bloquants. Moi, je pense, si j'ai à prioriser, je mettrais bêta-bloquant en premier, amiodarone en second et digoxine ou diltiazem en trois. Mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur Abdelali. Il faut tenir compte d'éléments importants, en particulier des Covid sévères, en particulier le Covid hypoxique. Et à ce moment-là, moi, je serais plutôt, bien sûr, oxygéner les malades, les réanimer, traiter le syndrome inflammatoire. Parfois, il y a tocilizumab qui est intéressante. Et puis, peut-être laisser en seconde intention amiodarone et digoxine bêta-bloquant en premier. Voilà. Troisième question, tout patient ayant un Covid symptomatique doit-il être mis sous anticoagulants en dehors des formes graves de réanimation? Oui. J'ai montré le schéma de la SPHAR et les recommandations, c'est-à-dire tout dépend du niveau de risque. Si on a un niveau de risque qui est moyen, à ce moment-là, on mettra des HPPM. D'ailleurs, c'est recommandé au Maroc. Dans les recommandations du ministère de la Santé, on met les HPPM si le malade est admis. A fortiori, s'il a des marqueurs de risque graves, à savoir s'il est sous oxygène, en particulier sous ventilation, à ce moment-là, il faut mettre sous HPPM, parfois en double dose, matin et soir. Et j'insiste là-dessus, si on a les trois marqueurs importants, à savoir indice Mascorep plus de 30, Fibrilline plus de 8 et Didimer plus de 3000, à ce moment-là, il faudrait anticoaguler et la préférence va vers une anticoagulation à base d'héparine non fractionnée ou d'héparine de vapeur moléculaire à dose curative. Pour les patients hospitalisés qui vont sortir, qui ont des risques de thrombose veineuse, à ce moment-là, on a le choix. On les met sous HPPM et si on estime que le risque de thrombose est élevé, à ce moment-là, on le mettra soit sous antivitamine K, sous un Sonaco à la sortie des patients, mais c'est une recommandation de bon sens. Il n'y a pas d'études randomisées là-dessus. Une autre question concernant est-ce que le rivaroxaban est supérieur aux antivitamines K sur le risque hémorragique? C'est une question du professeur Moustafir.
C'est une excellente question. Alors, le professeur Moustapha connaît très bien la méta-analyse de Roth qui a été publiée en 2014. Il n'est pas inférieur. Il n'est pas inférieur. C'est-à-dire, sur le risque ischémique, il diminue le risque ischémique par rapport aux AVK, mais par rapport au risque hémorragique, il n'est pas inférieur. Ceci dit, par rapport aux autres AOD, le rivaroxaban donne un peu plus d'hémorragie, en particulier des hémorragies digestives. Et donc, à ce moment-là, il faudrait bien sûr évaluer le risque-bénéfice. Si la personne a un poids normal, sans facteur de comorbidité, sans autres médicaments associés, à ce moment-là, si la clairance de la créatine plus de 50, rivaroxaban 50, rivaroxaban 20. Si la clairance de la créatine moins de 50, à ce moment-là, rivaroxaban 15. Mais bien entendu, le risque de saignement parmi les 3 AOD que nous utilisons le plus, c'est-à-dire rivaroxaban, apixaban et dabigatran, il faudrait bien sûr avoir un bilan numération, un analyse masse corporelle, un bilan hépatique, une fonction rénale, tenir des comorbidités et tenir compte des comédications. Et j'insiste là-dessus, et je remercie le professeur Mosterfer de poser la question. Il faut toujours être en avance par rapport au risque hémorragique des AOD ou des antivitamines K. Et ça, quand on donne un médicament, un AOD, il faudrait absolument checker la liste et bien éduquer les patients, parce que c'est cette double mesure qui permet d'éviter les risques hémorragiques, malheureusement, en particulier les hémorragies cérébrales. Et pour terminer la réponse, si c'est entre les 2 choix hémorragiques ou ischémiques, il faut toujours avoir beaucoup plus peur d'hémorragie cérébrale qui peut être mortelle. Et c'est là un vrai challenge dans l'utilisation des AOD. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur à quel niveau de cytolyse hépatique, c'est-à-dire le niveau de transaminase, il faut arrêter les anticoagulants directs. Bon, il y a 3 gens qui ont posé cette question. Au principe, si on a des transaminases plus de 2 à 3 fois la normale, et si on voit que les transaminases, d'abord, le fait d'avoir des transaminases élevées, ça augmente le risque hémorragique. Le fait d'avoir une hépatopathie, ça augmente le risque hémorragique. Et quand les transaminases sont plus à 2 à 3 fois la normale, à ce moment-là, il faut faire extrêmement attention. Une question des docteurs. Vous avez des patients à faible poids qui prennent d'autres médicaments anti-inflammatoires et qui ont un sujet encore qui sont plus âgés. Il faut faire extrêmement attention. Une question du docteur Gérani. Donc, sous NACO, comment savoir que le malade est bien anticoagulé? Est-ce qu'il a des résistances à cette substance? En principe, non. Nous n'avons pas, ça ne sert à rien de demander un TPINR. On continue à avoir des malades qui font des TPINR sous NACO alors qu'il n'y a pas d'indication. En principe, quand on donne un NACO, c'est un traitement généralement sans aucune surveillance. La surveillance, c'est une surveillance clinique. Mais bien entendu, pour ne pas tomber dans le risque hémorragique, il faut tenir compte de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la fonction hépatique, fonction rénale, comorbidité et âge aussi qui joue. Il faut suivre la dose, ça c'est important, le moment de la dose. Et j'insiste là-dessus, parce que quand on prend un traitement en 2 doses par jour, ce n'est pas une seule dose et on n'est pas couvert. Et adapter la dose en fonction des paramètres dont on a parlé. Mais on n'a pas les études aujourd'hui de safety et surtout de terrain, de real world, comme le Gloria, comme d'autres registres, montrent que quand on donne ces médicaments, il y a 2 éléments qui sont importants qui sont apparus. Tant qu'on fait augmenter les prescriptions des AOT, tant qu'on a la diminution des accidents cérébrovasculaires et emboliques sans augmenter le risque hémorragique. Ça, c'est les expériences aussi bien britanniques que les expériences allemandes et qui sont tout à fait claires sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas, pour Ahmed Gérani, il n'y a pas de suivi par un TPINR. Voilà. Merci, Ahmed. Voilà. Merci, Ahmed. Surveillez juste la fonction rénale, si elle est un peu altérée, il faut surveiller, il faut surveiller la fonction hépatique. Merci beaucoup. Merci. Aïda, tu es là? Bon, la première question. Les 3 tuniques cardiaques peuvent être atteintes dans les maladies systémiques, notamment dans la maladie lipique. Dans ce cas, le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs.
quelle est la place de la colchicine dans la myocardite, sachant qu'elle est habituellement prescrite dans la péricardite? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qui ne concerne pas uniquement les maladies de système, puisque, comme nous le savons, la colchicine est utilisée même dans les péricardites virales. Et il y a eu des études animales, notamment murines, qui ont montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice de la colchicine dans l'inflammation du myocarde. Mais encore une fois, aucune preuve. Il semblerait que ça concernerait certains profils génétiques de patients. Donc, c'est une molécule qui n'est pas chère. Sur le principe physiopathe, ça peut être envisageable, ça peut être compris. Donc, il faut qu'on attende le résultat des études. Pour l'instant, rien n'est validé dans ce sens. Une question. Et myocardite secondaire à Covid-19, est-ce qu'on peut donner l'hydroxychloroquine? Un toxicibus suite à un Covid est-il possible? Oui. D'abord, c'était attendu que la question enclenche de l'intérêt parce que c'est une question qui est débattue. Il n'y a aucun consensus. Le webinaire organisé par la signataire des recommandations, donc qui est une grosse pointure dans les myocardites, était clair dans ce sens, en tout cas sur le plan thérapeutique, était clair pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'aucun traitement pour l'éventuelle myocardite à Covid. L'inflammation qui existe dans ce cas de figure est une inflammation générale. Il y a un œdème, il y a un orage cytokinique comme on le sait, il y a une réponse immune, c'est ce qui fait qu'il y a une altération cardiaque. Alors cette inflammation, est-ce qu'on peut la nommer, la qualifier de myocardite ou pas? On ne s'est pas tranché. En tout cas, il y a une souffrance. Et pour l'instant, aucun médicament n'a fait cette preuve sur cette souffrance-là. Notre question, la fibrose septale à l'ARM est-elle un marqueur pronostic d'événements cardiaques? C'est plus du trouble de conduction? Si oui, quelle est la fréquence des étiologies type sarcoïdose? Alors, donc je vais essayer de répondre aux questions peut-être séparément. Donc, le rehaussement tardif médio-ventriculaire est un facteur pronostic dans les cardiomyopathies dilatées qui est très important et qui est, en analyse multivariée, plus important que la fraction d'éjection. Et donc, nous attendons ardemment que ce facteur rentre dans les indications des défibrillateurs notamment, les rythmologues pourront en parler mieux que moi. Oui, c'est un facteur pronostic pour la CMD, ça c'est sûr. Maintenant, pour la sarcoïdose, si vous pouvez répéter la question, la question était de savoir la fréquence de l'atteinte cardiaque? Oui, c'est ça, exactement, oui. D'accord. Alors, pour la sarcoïdose, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atteinte cardiaque sur autopsie est très fréquente. Donc, deux informations, même si cliniquement l'atteinte n'est pas aussi, elle n'est pas symptomatique, quand on va aux biopsies, l'atteinte cardiaque est fréquente. Le fait de diagnostiquer et de traiter une forme cardiaque de la sarcoïdose, ça peut faire passer la survie de 25 à 90%. Donc, il est très intéressant de faire ce diagnostic. Maintenant, pour diagnostiquer les formes aiguës et chroniques pour faire la différence, donc les myocardites aigus à sarcoïdose sont beaucoup plus rares que les formes chroniques. C'est une maladie qui va évoluer de manière insidieuse. Lorsque c'est la forme aiguë, ça donne souvent des myocardites fulminantes. Donc à ce moment-là, il est intéressant de faire donc les biopsies pour pouvoir instaurer un traitement. Et effectivement, comme c'est dit dans la question, ça répond très bien aux immunosuppresseurs. Maintenant, et bien sûr, les troubles, en particulier quand on a un choc avec des troubles de conduction, c'est évident que là, il faut penser à la sarcoïdose, à la maladie de Lyme et à certaines laminopathies. Maintenant, pour les formes chroniques insidieuses, il faudra faire, à chaque fois qu'on a, pour moi, à mon sens, une cardiomyopathie, dans le bilan biologique, une enzyme de conversion qui, lorsqu'elle est basse, peut orienter vers la sarcoïdose. On a un pattern dans les formes chroniques à l'IRM qui n'est pas typique pour faire le diagnostic de la sarcoïdose, mais à ce moment-là, on va aller chercher des atteintes extracardiaques pour faire le diagnostic. Ce qui est très important, je pense que ça, on ne le dira jamais assez, c'est lorsqu'on a une sarcoïdose systémique,
Pour peu que le patient ait des palpitations, ça peut constituer un critère clinique de diagnostic d'une sarcoïdose cardiaque, des palpitations, a fortiori s'il a des troubles sur le Holter. Donc systématiquement, si le patient devient symptomatique alors qu'il a une sarcoïdose systémique connue, il faudra demander un Holter, demander une IRM cardiaque. Merci Aïda. Donc, on va passer aux questions du Dr Benjamin Arlos. La première question conduit à tenir diagnostic d'une atteinte coronaire chez un patient avec allergie confirmée à l'iode. C'est une question du Dr Laroussi Mohamed de Rabat. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, c'est typiquement le genre de situation où on va d'abord privilégier un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Donc, par exemple, une échographie cardiaque de stress sous dobutamine ou une échographie d'effort ou une scintigraphie ou encore une IRM avec injection de gadolinium. Donc ça, c'est le genre de situation, effectivement, où le coroscanner, la question ne va même pas vraiment se poser. Après, par contre, si on retrouve une ischémie qui est franche, qui est significative, il faudra évidemment réaliser une désensibilisation et puis un protocole aussi avec des corticoïdes et selon on va dire tous les allergologues sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas avant l'injection de produits de contraste. Mais en tout cas, c'est clair que c'est plutôt un test fonctionnel couplé à l'imagerie plutôt qu'une imagerie anatomique en cas d'allergie à l'iode. Notre question, le score calcique doit-il être systématiquement fait avant d'injecter? Et à quel score ne pas injecter et faire une coronagraphie? Alors, c'est une question difficile. Le score calcique, en fait, nous en pratique, on le réalise systématiquement. Alors, s'il y a des symptômes, on va évidemment jamais s'arrêter au score calcique. C'est-à-dire que si le score calcique est nul, ça ne veut absolument pas dire que le patient n'a aucun risque d'avoir une coronaropathie. Donc, chez le patient symptomatique, le score calcique, il le sert uniquement à savoir si les calcifications sont trop importantes pour penser que la qualité d'image sera suffisante. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on s'arrête. Et donc, le seuil, après, par contre, c'est un petit peu variable selon les centres. Alors, celui qui revient le plus souvent, c'est le seuil de 1000, mais on a tendance dans certains centres, à aller plutôt vers 400. Mais encore une fois, ça reste un chiffre et quelqu'un qui a 600, 700 ou même 800 de score calcique, ça peut très bien consister en des petites plaques calcifiées tritronculaires, des fois un peu distales, et donc qui ne générera pas forcément de façon constante l'interprétation. Donc si c'est sous cette forme-là, ça ne me gênera pas d'injecter le patient. J'ai encore eu le cas avant-hier d'un patient qui avait à peu près 800 de score calcique coronaire, mais c'était des calcifications qui étaient tritronculaires et qui étaient relativement bien disséminées et on voyait parfaitement bien les coronaires. Le patient n'avait pas de problème particulier, pas de lésion coronaire significative. Par contre, si on est à plus de 1000 ou si on a des paquets calcifiés assez proximaux, dans ce cas-là, on peut se dire que la qualité d'image sera insuffisante, qu'on aura des artefacts de blooming liés aux calcifications, et donc il vaut mieux ne pas injecter le produit de contraste et préférer un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Question, peut-on démarrer un traitement par statine si le score classique est élevé? Alors, ça, on va dire, entre les États-Unis et l'Europe, c'est encore une question débattue. Si le patient est diabétique, la question se posera beaucoup plus. Chez le patient qui est totalement asymptomatique et qui n'est pas diabétique, a priori, en tout cas, il n'y a pas de recommandations vraiment qui vont dans ce sens-là. Par contre, si on a un score calcique très élevé chez un patient qui est diabétique, alors de toute façon, la question va être déjà de savoir s'il ne faut pas plutôt aussi faire une recherche d'ischémie non invasive et puis à ce moment-là guider les traitements. Mais probablement que c'est plutôt en fonction des facteurs de risque. Donc celui qui n'est pas diabétique, probablement que moi en tout cas je lui proposerai pas de traitement par statine. Par contre, évidemment, tout dépend du niveau de calcification dont on parle. Si on est à quelqu'un qui a 3000 de calcification, évidemment, de toute façon, on ira plus faire d'autres tests. Si on a un niveau de calcification qui est juste un peu élevé, même chez le diabétique, on ne fera pas forcément de prescription de traitement. C'est vraiment selon le patient et selon ses facteurs de risque. Question, Madame Abdelali. Coroscanner chez patient en fibrillation auriculaire, limite ou non? Alors,
Pas forcément, parce que nous, par exemple, on fait systématiquement le scanner coronaire, enfin le scanner cardiaque plutôt, avant l'ablation de fibrillation atriale pour le volume de l'oreillette et la morphologie des veines pulmonaires. Et on se rend compte que chez la plupart de nos patients, on arrive quand même à avoir une assez bonne évaluation de l'anatomie coronaire et de la présence de lésions significatives ou non. D'ailleurs, il y a des études en ce sens qui ont été menées et qui permettent de savoir que le coroscanner est plutôt fiable. Alors maintenant, évidemment, c'est pas forcément la situation la plus agréable, mais en tout cas, le plus souvent, on peut permettre de conclure. Maintenant, c'est vrai que voilà, plus le rythme est irrégulier et rapide, plus on pourra avoir des artefacts et plus on aura tendance à avoir des examens qui ne sont pas forcément interprétables. Une dernière question. Le coroscanner doit-il remplacer le CGD fort diagnostic? Alors, le CGD fort, je pense que ça a été assez bien dit dans la dernière recommandation, et c'est un gros changement aussi par rapport aux recommandations plus anciennes. Il faut, a priori, que ça reste vraiment un examen, en tout cas dans la douleur thoracique, de deuxième ligne. C'est-à-dire si le scanner, enfin si les tests anatomiques ou les tests fonctionnels couplés à l'imagerie ne sont pas réalisables, dans ce cas-là, on peut proposer le CGD fort. Par contre, le CGD fort garde aussi d'autres indications comme la réponse tensionnelle à l'effort, l'évaluation d'un traitement l'évaluation d'un patient sous traitement, ce genre de choses. Mais par contre, dans le cadre de la douleur thoracique, c'est vraiment de la deuxième ligne et donc le scanner coronaire, mais comme les autres tests fonctionnels couplés à l'imagerie, doivent vraiment le remplacer et ça, c'est vraiment très important de le rappeler à tout le monde. Bien, merci Si Ahmed, merci Aïda, merci Benjamin, merci à l'AMCAR pour l'organisation de cet excellent webinaire et je passe la parole au Monsieur le Président Saïd pour conclure. Écoute, merci beaucoup, C'est Ali, pour ta modération qui était excellente, vraiment brillante et succincte, précise, magnifique, bien cadrée. Je voudrais remercier nos éminents orateurs qui étaient excellents. Alors là, excellent, bravo Si Ahmed, bravo Aïda, bravo Benjamin, c'était super, super. On a suivi avec beaucoup, moi personnellement, avec beaucoup de plaisir ton exposé. Au fait, c'était pas moi qui avait déniché le docteur Alos, c'était Hassan Mir. Et il m'avait demandé d'aller le voir dans une autre session parce qu'il a fait, je crois, lors du congrès, 3 ou 4 exposés. Et donc, j'ai confirmé. Et en tout cas, on ne regrette pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité et pour ta générosité. Alors, avant de terminer, je voudrais remercier les laboratoires Bayer, bien sûr, qui ont participé à ce webinaire. Je voudrais rappeler les programmes des webinaires de cardiologie qui sont extrêmement riches. Les cardiologues marocains sont très, très actifs et nous nous en réjouissons franchement parce que le niveau de formation continue est excellent et ça, grâce à toutes les sociétés savantes marocaines qui font un petit peu de leur mieux. Voilà, donc demain, il ne faut pas oublier le webinaire de la clinique cardiologique Casa-Onfa avec Moti et aussi Bouralem. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est magnifique, ça sera très bien. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec la SMC, notre ami Aïcha Aouad, qui fait appel pas aux 3 mousquetaires, mais aux 4 mousquetaires, les 3 que vous connaissez très très bien, Ahmed Bennis, Si Moustafir et Benias, et la modération avec notre ami Sil Alami. Le mercredi, et là j'insiste beaucoup, n'oubliez pas ce débat exceptionnel de l'AMCAR qui va être fait sur le Covid et qui va être fait en présence du professeur Parola, qui est un proche collaborateur du professeur Didier Raoult et qui va répondre à nos questions. Ça ne sera pas une présentation, il n'y aura pas de slide, il y aura des questions, j'espère, d'un certain niveau pour les cardiologues, mais aussi pour les non-cardiologues. N'oubliez pas le jeudi avec nos amis de Marrakech, de la société de cardiologie de Marrakech, et aussi qui vont nous faire des exposés magnifiques, là encore. Et le vendredi avec la Société marocaine des maladies vasculaires à 15h. Voilà, j'ai tout dit. Encore une fois, un grand merci à tout le monde, au laboratoire et à la prochaine. Encore une fois, un grand merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt.